Salut Internet et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de tourne à gauche, fabrication d'un nouveau tourne à gauche parce que j'ai eu quelques problèmes et avec ce truc là, cette espèce de ce truc qui rime à rien là, qui est tout vissé, je sais pas comment là, machin chinois. On va regarder ça de plus près pour en fabriquer un autre. Donc j'en ai fabriqué un plus gros pour pouvoir prendre des plus gros tarots. Celui-là va jusqu'à 10, donc c'est un peu embêtant quand on est 10 ou 12, je sais plus, 12 peut-être. Donc c'est un peu embêtant, un truc pareil. Ça fait un moment que je tourne avec et ce serait le moment de changer parce que j'en ai vraiment ras-le-bol. Puis je me suis dit, oh, pourquoi pas faire une petite vidéo de fabrication donc d'un nouveau tourne à gauche. Donc on aurait à faire avec tous les... On a affaire avec tous les... Hop, on va baisser un petit peu l'objectif. Voilà, donc on a un petit peu toutes les opérations qu'on a pu voir. Euh, donc le filetage, le molletage, un peu de saignée et puis j'ai fait ça. Donc on regardera comment j'ai fait pour faire des boules là. Une boule, pardon. Donc fait dans un acier standard, donc un acier assez doux. Euh, j'ai même toute ma barque est là. Euh, donc on va regarder ça. Bon, après, ce sera un type où les deux poignées sont excentrées, donc ce sera pas aligné comme celui-là, elles sont décalées. Donc comme sur le plan que j'ai fait ici. Hop, pardon. Voilà. Donc à peu près les cotations. Donc on a un ensemble de 10, même ça s'il fait plus grand parce que pour prendre des plus gros tarots, j'ai fait un peu plus grand. Bon, c'est pas très grave. Là, on a notre bloc donc qui va être fait à partir de ça. Donc ça c'est simplement une chute. Et on va faire un V à la lime dedans pour pouvoir prendre le tarot. Et deux trous. Donc un d'un côté qui va être taraudé et un de l'autre non, vu que les deux poignées vont être séparés pour pouvoir serrer ah, les tarots. Donc voilà, donc j'espère que vous avez compris. On va se retrouver tout de suite pour la fabrication. Donc première étape, c'est de dresser ça. Je vais dresser sur ce tour là parce que il va bien. C'est un tour que j'aime bien, c'est un tour de deuxième main. Donc c'était mon premier tour que j'ai acheté, celui-là. Mais c'est un tour qui va extrêmement bien pour faire ce genre de truc. Donc j'ai mon gros tour là-bas pour faire tout ce qui est rigide. Besoin de petites opérations ou sur des surfaces comme ça, des longues distances à tourner, c'est bien d'avoir la boîte d'avance. Mais sinon pour les petits dressages comme ça, là je vais centrer, l'autre est monté en 4 morts, c'est pour ça que je vais dresser avec celui-là, ça évite de centrer deux fois. Donc voilà, donc on va regarder, on est parti. C'est ici qui fait vibration, c'est rien. Alors, on vient de trouver le centre. Est-ce qu'on est à hauteur de pointe? Exouti, oui. La, la coupe était pas si mauvaise. En deux pas, c'est terminé. Voilà. On s'écarte. On va passer au centrage. Parce que euh, avec ce tour là, c'est pas plus mal de. Enfin bref. Un truc quand vous faites ça, toujours se mettre le plus près possible en reculant au maximum le fourreau. Parce que c'est comme ça, quand on est avec des petits tours de ce type là, c'est bien d'avoir de la marge dans le fourreau. Parce que moi j'ai que 4 mm de course. Bon là il y en a 4 cm de course, pardon. Donc je sais pas ce qu'il vaut ce forêt à centrer, donc je l'ai changé. C'est peut-être une... il va casser dedans, j'y vois bien comme ça. Parce que je sens que ça...
alors, on va regarder pour centrer ça. Donc je vais me prendre sur la partie qui était déjà usinée. On va se mettre comme ça. Je vais mettre la contrepointe. On va regarder ce que ça donne. On va regarder si j'ai assez de débattement pour mes côtes. Donc techniquement, je dois être libre de 140. Donc normalement, hein, si on regarde le total, on est à peu près... Là, je suis à 130, 135 total de celui-ci. Donc là, je suis à combien au maximum? Je suis à 150. Donc si je me mets là, ça me fait du 140. Donc j'ai 5 mm de battement pour pouvoir approcher l'outil avec les morts. Donc voilà, on va regarder ça. Donc moi, je suis pas expert sur du mandrin 4 morts, mais c'est le mandrin qui tourne le mieux sur ce tour-là. Voilà, juste. Moi j'aime bien regarder au début. En fait, je regarde par-dessus les morts et je regarde si, s'il est à peu près au milieu du diamètre. Voilà, donc il y a des multitudes de techniques qui existent, hein. Des milliers, des milliers, des milliers. Donc, mais chacun a la sienne et chacun essaye de dire que la sienne est meilleure, mais sur ce tour là en fait c'est pas évident de centrer au mandrin 4 morts parce qu'en fait on n'a pas de neutre sur la broche. Donc en fait le moteur est tout le temps en prise. C'est ce qui fait que c'est assez compliqué de tourner le... Donc voilà, je reviens d'un quart de tour pour rattraper le jeu. Sinon il recule, voilà. Il recule. Donc là je suis pas très bon. Voilà. Donc il y en a qui mesurent les morts. Tout un tas de techniques, hein. Et moi je fais comme ça. Voilà. Proche la contrepointe. Hop, je bloque. On va faire déjà un essai pour voir si ça... Voilà. On va chercher une aiguille. Donc voilà, j'ai essayé de centrer ça. Donc j'ai été peut-être un peu long. Je couperai ou pas la séquence. Donc c'est pas mal. Éviter de faire tourner trop vite avec ce truc là, sinon ça va tout déglinguer. Hop. Donc on va pouvoir passer à partie usinage. Mais avant, je voulais qu'on regarde un petit peu la sélection de vitesse d'avance pour un type de taille comme ça. Donc on va regarder ça. Donc pour faire cette pièce, on aura besoin de deux outils. L'outil à filetage et l'outil de charrettage. Donc si l'angle est beaucoup... si je lui ai donné de l'angle à l'arrière, c'est parce que c'est pour... Excusez-moi de dire à l'arrière, je me souviens plus comment ça s'appelle. Je sais plus si c'est la phase de dépouille. Non, la phase de dépouille c'est ici. Enfin bref. Donc pour pouvoir passer vers la contrepointe. Tout simplement. Je suis embêté de vous avoir pas donné le bon nom du... Parce qu'en plus je le sais mais je l'ai oublié. Je vais vous redire ça. Donc j'ai pas retrouvé le nom de la partie ici. Donc on a différents angles d'affûtage. Donc j'essaye au maximum de les respecter. C'est pas toujours évident. Qu'est-ce que je veux dire? Donc oui, donc là on a des outils négatifs. Je vais essayer de pas m'attarder. Donc j'ai pas retrouvé le nom de cette partie d'outil. Donc c'est pas très grave. Certains vont me le dire ou d'autres vont encore me dire que je suis mauvais en tournage. C'est pas très grave. Donc voilà. On cale bien notre contrepointe. On serre bien. Et là, comme vous pouvez voir, on peut passer tranquillement derrière cette contrepointe. Donc alors, je vais essayer de vous rapprocher au maximum. Voilà. Donc, on a dit 630 Nm. Donc je prends mes... Donc je tangente.
Je prends ma passe de 5 dixièmes. J'embraye mon avance. Donc voilà, là on peut bien voir la formation du copeau. Donc le copeau est bien brisé au niveau de son rayon. Donc ça nous indique que la vitesse de déplacement de l'outil, la vitesse d'avance est pas mal. Donc voilà. Donc terminer le chariotage. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va dresser, on va faire l'épaulement pour le filetage. Donc on va regarder la profondeur prise et puis on va faire ça. Donc on va marquer au bleu pour avoir une marque de notre épaulement. Ensuite je viens prendre un compas réglé à 20 mm. Donc c'était ma cote de... Voilà. On voit pas très bien mais ça c'est pas très grave. Voilà. Je viens sur ma marque. Voilà. Et là, je vais pouvoir effectuer mon chariotage. Donc l'avantage de... Quand vous faites une marque comme ça, en fait, le truc à suivre, c'est que il faut bien marquer la pièce en... Il faut bien mettre la marque en évidence parce que sinon on peut vite se tromper et puis être à la cote. Donc en général en tournage les cotes de longueur sont moins importantes que les diamètres, mais méritent quand même une certaine précision. Donc voilà, on va pouvoir passer à l'ébauche. Donc là je vais prendre 1 mm de passe pour descendre jusqu'à 8 mm pour effectuer mon filetage M8. Donc, toujours pareil pour le filetage. Voilà, juste prendre ça. Donc ça coûte pas très cher, puis c'est bien utile. J'ouvre la filetage. Alors, on vient voir à peu près notre angle. Donc ici c'est pas un filetage précision, hein. Mais bon, quand c'est bien fait c'est toujours mieux. Voilà. Donc peu importe, hein, je me suis mis là parce que là-bas vous voyez très bien que j'ai pas la place. Donc on va essayer de couper une petite gorge.
Voilà. On se met en harnais, voilà, essayer de couper une petite gorge pour éviter de... Pour toujours faire déboucher l'outil au même endroit, parce que là, donc, pas le droit au... Ma vis mère est un pas de 3, donc pas le droit au débrayage. Certains vont encore me dire, il faut mettre un indicateur de filetage. Pas besoin. Avec un variateur, ça marche très bien sans indicateur de filetage, le cycle carré. Donc là on peut voir que j'arrache le copeau, c'est pas très bon. Voilà, je vais juste... Voilà, juste pour faire déboucher notre outil. Il veut bien avancer. J'ai mis l'embrayage, mais... Si, pourtant si, mais bon, c'est tellement lent que... Voilà. C'est très important les canaux de débouchement comme ça, parce que... On va croire que c'est de la plomberie, mais... C'est toujours très utile quand vous pouvez en faire un, faites-le, parce que c'est vraiment quelque chose de très important quand on veut bien débrayer notre outil, surtout dans cette méthode-là. On ne peut pas débrayer comme on veut, faut jouer avec l'inertie du tour. Surtout quand vous êtes en harnais, le moteur a beaucoup d'inertie, et le problème c'est que même si vous êtes en petite vitesse, le mandrin va tourner, la broche va tourner encore pendant X tours. Donc c'est pour ça que moi j'essaye de jouer avec les vitesses de broche. Donc, vu que j'ai le variateur, je peux me permettre d'avoir comment dire, hop, on arrête là. Je peux me permettre de jouer avec les vitesses et de passer avec des vitesses qui ont le même rapport que le moteur. Donc rapport 1-1, sans rapport de réduction ni de... Donc c'est l'avantage de ça. Donc on va faire un chanfrein ici, un chanfrein là. Voilà, pour faire joli. Peut-être fait un peu proche, bon c'est pas grave, ça le fera avec. On fera avec, comme on dit. Voilà. Donc on toujours pareil, on vient de tangenter. Donc vérifier son pas. Donc là B dans l'autre sens s'il vous plaît. Donc filetage dans ce sens là. Donc voilà. Donc là on peut vérifier une deuxième fois. B3, B3 dans le bon sens. Donc incliné à 60 degrés par rapport à l'axe horizontal, à l'axe de broche. Voilà. Donc je viens tangenter. Attention, pas tangenter trop profond, sinon après ça va être faussé. Voilà. Donc là, je me mets à 0 sur mon transversal et sur mon chariot porte-outils. Rappelez-vous que le chariot transversal ne sert pas à prendre les passes. On peut le prendre pour prendre les passes en filetage au chariot transversal quand on est sur des matières douces, telles que du plastique, du laiton, tout ça, ça marche, il n'y a pas de problème. Mais quand on est sur de l'acier un peu bâtard comme celui-là, mieux vaut prendre les passes à 60 degrés pour suivre l'allure du filetage. Donc voilà. Là, je vais jouer avec ça. On va réduire un peu. On peut regarder en combien de temps il coupe. Voilà. On peut réduire encore un peu. Voilà. Donc là, je me recule un peu pour éviter les faux départs, pour éviter d'abîmer la pièce au début. Très important aussi. Voilà. Donc là, on peut vérifier, je sais pas si on va bien le voir, mais parce que là, moi je le vois, mais je sais pas si la caméra vous allez le voir. Donc on a dit du 1,25 pour du 8, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, 1,25.
Moi, ça m'a l'air bon. Surtout important de vérifier ça quand on a des petits tours comme le MCO où il faut changer les pignons, ne pas s'en mêler les pinceaux en changeant les pignons pour avoir le bon filetage. Donc très important quand on le fait avec le tour là-bas. Quand on a encore une boîte à vitesse de changement rapide, vous pouvez vous pouvez peut-être vous en passer si vous savez qu'il le fait bon. Mais si vous ne savez pas, toujours vérifier, ça prend 5 secondes et demie. Donc voilà, je me remets à zéro en transversal. Donc j'ai pris ma passe, on est parti, marche en toute. Donc là, à mon avis, j'ai pris la passe, mais c'est juste pour rattraper le... Ouais, voilà, j'ai juste rattrapé en fait le chariot, le jeu du chariot porte-outil, voilà. On réessaye. Voilà qui est mieux. Voilà. Donc sur ce tour-là, un tour de transversal égale 4 mm. Là, il fait vraiment très chaud aujourd'hui. On va prendre un peu plus, vu on a bien marqué notre filetage. Voilà. Donc quand vous prenez les passes avec le chariot qui est incliné à 60 degrés, ça revient, faut pas suivre les marques, donc vous pouvez pas savoir vu qu'il est incliné. Donc on faudrait mettre, je sais pas, un repère et puis voir combien on avance. Mais là avec le chariot qui est incliné, on peut pas le voir. Donc c'est quand on fait ça, c'est juste pour que ce soit la lèvre tranchante qui est devant qui coupe la première, pour éviter que les deux lèvres coupent en même temps. Ça ferait un fini dégueulasse sur de l'acier euh, sur, euh, sur le filetage. Donc on est parti. Voilà. 0. De grande graduation ici.
Donc maintenant on peut regarder un petit peu les... Hop, vibrer ma vis mère, tant que je suis sûr de moi. Donc vous avez pu voir le filetage qui s'est bien déroulé. Donc on est à peu près ici. On va regarder la mesure au réglé. Donc là c'est juste pour éviter d'avoir que quand l'outil molleté, comment vous dire, que l'outil à molleter laisse pas de marque pour couper net la marque du molletage. Voilà, tout simplement. 72 à peu près. C'est simplement pour agripper le truc. Donc 72. On peut pareil faire avec un compas ici. Donc 72 de l'épaulement. Hop, on calcule ça. Si ça embête, pardon. Je vais dire une sauvagerie. Voilà. Pas oublier de la remettre, sinon ça sera la catastrophe. Voilà. Et donc là, le molletage mesure 30. Donc pareil à l'œil, hein. Donc voilà, on se retrouve sur le molletage. Donc avec mon outil à molleter pas cher du tout là. Comme dit, c'est pas cher, donc on travaille pas toujours efficacement avec ce genre de truc. On va voir ce que ça donne à la fin quand on va arriver voilà. On va regarder pour pas taper les morts. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on peut faire encore une passe pendant qu'on inverse. Sans débrayer l'avance. Sinon on tomberait plus dans les stries, ça ferait un truc pas beau. Attention quand vous faites ça, énormément de pression s'applique sur la contrepointe. Effort radial. Donc certains bouquins conseillent de ne pas le faire en contrepointe, mais des fois on est obligé. Donc moi j'aime bien toujours venir toujours vérifier le contact, la pression entre l'outil et puis le transversal. Donc voilà, on attend pour y mettre les doigts. Et là on peut voir notre molletage qui apparaît. Donc je vais faire encore un aller-retour là, juste le retour. Et on se retrouve après. Donc on se retrouve pour couper le rayon. Donc je voulais vous montrer ça. Donc je vais essayer de faire ça à l'outil. Donc comment je vais faire? Tout simplement, en fait, je vais faire plusieurs petits épaulements pour faire une sorte de boule. Et ensuite faire un plat. Et ensuite repartir sur un léger chanfrein arrondi. Sur un congé, pardon. Donc on va regarder ça. Donc je ne ferai pas d'explication, je la passerai en accéléré, vous verrez mieux.
Donc voilà, j'ai fini les poignées, donc j'ai fini il y a déjà longtemps, mais j'ai décidé de faire ça avec, mais malheureusement, ça vaut rien, ça vaut pas un clou, c'est c'est vraiment pourri. C'est à cause de ma perceuse chinoise qui perce des trous vraiment pas bons. Ma fraiseuse, là, je vais la conditionner en conventionnel pendant le temps de dépanner, acheter un étau à peu près d'aplomb, et puis même si c'est un étau d'import, pas pire que celui-là, parce que celui-là c'est vraiment une catastrophe. J'ai acheté un porte-pince, j'ai des pinces ER25 BT30, un réducteur, ça vaut une trentaine de dollars sur Amazon. Je vais acheter ça, et puis un étau et puis un jeu de fraises, parce que ça le fait pas quoi. On peut pas travailler avec cette machine là. Donc voilà, c'est pas possible. C'est juste pas possible de travailler avec ça. Ça va bien pour faire un trou dans un bout de bois, mais et encore, je suis pas sûr. Et encore, j'ai des doutes. Ou encore dans une plaque, je veux bien, mais sur ce genre de pièces que là, bon, elles sont par terre maintenant. Donc voilà, j'aurais au moins fait les poignées. Je vais essayer de les refaire comme il faut, peut-être un de ces jours là, et puis je vous remettrai ça sur internet. Donc voilà, sinon ce sont des belles poignées, je suis bien content. Donc vous voyez, avec de bonnes machines, on arrive toujours à faire du bon travail. Comme quoi, ça vient pas forcément de l'opérateur, ça vient aussi souvent de la machine. Donc voilà. Mis à part ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, c'était les deux petites poignées à réaliser. Donc il manque l'ensemble pour faire le tourne à gauche, mais ça c'est pas un problème. Bon, je vais essayer de me débrouiller rapidement à les faire. Je vais vous montrer ça après dans une prochaine vidéo bientôt. Et on se retrouvera à la prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes sur différents moyens de fabrication. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir d'autres projets simples comme celui-ci pour vous entraîner à faire des petits travaux de tournage si vous êtes débutant en la matière. Donc voilà, ça c'est quelque chose assez simple à faire que n'importe quel débutant peut faire. Donc peu importe la conicité sur la longueur, ce qu'on veut pour l'instant c'est un diamètre et avoir une plutôt potable. Là, même si on sait pas faire le filetage autour, vous pouvez le faire à la filière, au porte-filière. J'aurais pu vous le montrer d'ailleurs. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!